Bonjour Florence, un grand merci d'avoir accepté cet entretien de traducteur pour le Centre de recherche ibérique et ibéro-américaine de l'Université Paris-Nanterre. Voilà, vous avez déjà réalisé une vidéo où vous parliez de votre thèse, voilà, publiée en mars 2024 sur la chaîne du CRIA. Et votre intérêt pour la traduction, voilà, nous a incité à vous proposer cet entretien afin de mettre un focus particulier sur ce domaine. Donc merci. Donc vous êtes, maîtresse de conférences, à l'université Lyon 2, dans le département, de langue étrangère appliquée, LEA, et vous êtes, spécialiste, de, traduction. Et, bonjour Johan, merci beaucoup à toute l'équipe pour l'opportunité de présenter sous une nouvelle forme mes activités. Et en effet, c'est exactement ça. Donc, je travaille sur la traduction. Donc, avant tout, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui vous a initialement attiré vers le domaine de la traduction? Alors, c'était un engagement tout personnel, puisque j'ai grandi dans un environnement trilingue, français, espagnol, basque. Donc l'interculturalité, le plurilinguisme, étaient, très présents dans ma vie, dès mon enfance et je pense que c'est ça qui a, créé un certain nombre de questionnements et la pratique, quotidienne, de la traduction, enfin ou de l'interprétation, tout à fait non professionnelle, quand je devais traduire, pour des camarades qui ne parlaient pas espagnol, des propos qui avaient été tenus, en espagnol, voilà, donc c'était vraiment, cette situation, interculturelle, plurilingue qui je pense, m'a orientée vers des études, sur la langue et sur la culture. D'accord. Est-ce qu'il y a eu, un moment décisif, on va dire, ou une prise de conscience particulière qui vous a motivé à choisir cette voie de la traduction? On voit bien du coup qu'elle est née dans ce cadre du plurilinguisme, dans votre cadre familial, mais est-ce qu'il y a eu un moment, particulier, un élément déclencheur? Hem, en fait, j'ai l'impression que, contrairement à mes camarades qui ont choisi de faire leurs études, dans le supérieur, du côté espagnol, je n'avais pas vraiment de chemin, facile en France, pour m'orienter vers la traduction ou en tout cas, je n'ai peut-être pas su le trouver non plus, de mon côté. Et n'ayant pas de possibilité de m'inscrire directement, voilà, dans une filière de traduction, dans une faculté de traduction comme cela existe en Espagne. Enfin, bien sûr, j'aurais pu enfin, d'ailleurs, j'avais fait la double inscription, même si au Pays basque, les études de traduction n'existent pas, donc il fallait, partir plus loin. Donc après, c'était peut-être des enjeux personnels aussi, qui ont orienté mon choix. Donc pour répondre de manière précise à la question, je n'ai pas de souvenir, vraiment précis d'un événement, puisque vraiment c'était quelque chose de De côté. quotidien Ouais. et en fait, j'ai commencé mes premiers travaux de traduction professionnelle, pendant mes études universitaires. Heu, Avec des contacts, voilà, des personnes qui avaient des besoins, concrets, liés, avec le monde de l'entreprise liés au monde de l'entreprise. Donc, dans la région dont je suis originaire, il y a donc des activités d'import-export qui sont, importantes. Il y a aussi, le tourisme qui est très développé, les industries, nautiques également, et donc, le contact avec des étudiants, de faculté de traduction qui venaient du même lieu que moi, c'est-à-dire de cette zone transfrontalière au Pays basque, a fait aussi que j'ai vu leur cheminement. C'est-à-dire que, directement, ils ont eu la possibilité d'avoir des informations sur, les carrières, possibles, en lien avec la traduction ou l'interprétation.
D'accord. D'accord, d'accord. Question, lambda, mais, quelles sont selon vous, les qualités essentielles d'un bon traducteur? Alors oui, c'est une question, Lambda, mais compliquée. compliquée, parce qu'en fait, selon le type de spécialisation, il me semble qu'on n'a pas les mêmes qualités et on ne fait pas c'est p le meilleur traducteur d'un domaine ne sera pas forcément le meilleur traducteur pour un autre domaine et c'est bien pour ça que l'on se spécialise, Justement, comme dans on en pardon? parlera, mais vous avez une double casquette, il me semble, la traduction littéraire et la traduction juridique? Oui, alors la traduction littéraire dans un premier temps et c'est vrai qu'aujourd'hui c'est davantage la traduction juridique, qui occupe, mon mes activités et voilà, là, c'est un bon exemple, de cette, question des qualités. En ce qui me concerne, j'étais bilingue, comme je l'expliquais dès l'enfance et je pense que ça ne fait pas de moi, la meilleure des traductrices littéraires. En revanche, pour la traduction juridique, comme je suis, amenée en tant qu'experte traductrice, interprète, près d'une cour d'appel, à, traduire dans les 2 sens, c'est-à-dire, français-espagnol, espagnol-français, je pense que là, c'est davantage un atout. Donc c'est très variable, je n'ai pas de réponse, absolue, sur les qualités de traducteur. On parle toujours de la connaissance du domaine. Enfin, en tout cas, c'est pour ce qui nous, linguistes, on aime bien mettre en avant la langue, donc les qualités linguistiques et ma vision, en effet, c'est que, on doit être capable de tout traduire et c'était vraiment mon objectif depuis de longues années, d'être capable de tout traduire dans les 2 sens, pour n'importe quel domaine. C'est peut-être un peu utopique, mais j c'est un projet qui m'a intéressée. Mais je pense que la traduction professionnelle, doit plutôt, partir d'une connaissance, approfondie du domaine et donc à partir de là, selon les combinaisons linguistiques que l'on a choisies, moi j'ai ce cas particulier que je travaille, dans les 2 sens, hein, la directa et la inversa comme on dit en espagnol, mais ce n'est pas forcément, la norme. Merci. Y a-t-il des expériences, de traduction, littéraire ou une expérience particulière en traduction littéraire qui ont, ou des expériences spécifiques qui ont particulièrement façonné, on va dire, votre approche de la traduction, hem, en traduction littéraire? Des expériences, vécues en tant que Oui, oui, traductrice? oui. Hem, alors si c'est traductrice, c'est un peu plus simple, au sens où on est, toujours derrière son ordinateur, hein. On se cache derrière son écran, sauf, comme là, comme lors d'une vidéo, présentement, où on n'est pas caché. Donc c'est différent. De mon côté, j'ai développé dès le départ une activité de traductrice et d'interprète et je pense que cela a aussi, hem, permis de enfin, l'un enrichit l'autre d'une certaine manière. Alors, pas forcément pour la traduction, littéraire, mais, la question de la posture professionnelle. Quand on a des expériences, en interprétation, j'ai fait de l'interprétation, donc en plus de l'interprétation, de service public, des interprétations, pour, l'événementiel culturel dans le cadre de festivals, de théâtre, de littérature, de cinéma et là, on est confronté aux joies du direct avec, parfois des expériences, qui nous désarçonnent un petit peu et qui nous montrent qu'en fait, là encore selon le domaine,
de la traduction sur le domaine, voilà, l'événementiel culturel, tout ce qui est littérature, la culture. On ne trouve absolument pas les mêmes codes que dans le monde de l'entreprise, et d'ailleurs, là, le monde de l'entreprise, on pourrait aussi décliner selon, les, heu, enfin, différentes ambiances et je crois que c'est ce sont les qualités d'adaptation, pour revenir à la question des qualités, que l'on développe beaucoup en interprétation et qui peut-être aussi, nous apprennent à nous adapter en tant que traducteurs ou traductrices. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on peut, danser avec les mots? Comment est-ce qu'on peut les arranger quand on est un petit peu coincé? Pour trouver des solutions qui, selon les besoins, parce qu'en fait, on ne fait pas du tout les mêmes choix de traduction, quand on est, sur un acte notarié ou sur un poème, parce qu'on a des conventions et justement des licences totalement différentes. Alors je ne suis pas du tout, spécialiste de traduction de poèmes, même si, j'ai pu participer à des projets où certains collègues qui, eux, sont spécialistes, de poésie, traduisaient et comment on faisait des projets de traduction en réseau, des projets collectifs, voilà, c'est un exemple de traduction très particulière parmi les types de traduction littéraire. Merci beaucoup. Une question justement sur la traduction littéraire en réseau, pardon. Quels avantages, spécifiques, on va dire, cette méthode offre-t-elle? Et comment elle impacte, la qualité et la fidélité des traductions produites? Humainement, c'est très enrichissant. Comme toute collaboration, pour ce qui est de la collaboration scientifique également, quand on travaille ensemble, qu'on organise, des événements, scientifiques, c'est toujours beaucoup plus agréable de le faire avec quelqu'un, dont on est proche et hem d'apporter chacun notre pierre à l'édifice. Hem, Avec la traduction, en réseau, plus on est de fous et plus on rit, donc on a encore, plus de possibilités, d'ajouter des traducteurs, parce que sur un événement, scientifique, on est à 2 ou 3, bon parfois un petit peu plus, mais en traduction, si on traduit un livre, par exemple une anthologie, comme, cela m'est arrivé de le faire, il y a une dizaine d'années. Hem, C'était vraiment intéressant de faire des sous-groupes, et ensuite, enfin d'organiser le travail de traduction et ensuite le travail de révision. Ce n'est peut-être pas encore très systématisé. Peut-être qu'il faudrait que l'on publie sur cette question-là. Comment est-ce qu'on organise, la traduction collective? Comment est-ce que l'on procède? Je pense que peut-être, voilà, ça me vient juste à l'esprit, une journée d'études sur les bons procédés, en traduction collective, serait très très intéressante. On aurait beaucoup à apprendre les uns des autres, à mon avis. Donc c'est assez nouveau encore, les inconvénients, c'est, le risque de défaut d'uniformisation du texte. Donc il faut être bien sûr qu'on ait tous fait le même choix, de traduction. Je pense notamment à la dernière traduction que j'ai publiée, nous étions 2 et l'uniformisation, elle va jusqu'aux virgules. C'est-à-dire qu'on n'a pas le même usage de la ponctuation d'une personne à l'autre, tout en restant heu, dans des usages, normatifs. Et donc cela pose question. Est-ce qu'on ne laisse pas toujours des traces de sa pratique personnelle de la langue? Que ce soit en traduction ou en écriture d'ailleurs. Alors justement, ça pose la question de comment un traducteur va-t-il gérer l'équilibre,
entre rester fidèle au texte, original et la nécessité, d'adapter certaines expressions ou concepts particuliers? Oui, là encore, cela dépend du type de projet, du type de traduction, à quel point on a envie d'être sourciste, c'est-à-dire, fidèle au texte source ou cibliste, c'est-à-dire d'aller plutôt vers la langue, et la culture, d'arrivée. Donc ça, c'est le Scopus. Alors donc là, je sors tout le jargon, que nous utilisons en cours de traductologie, c'est-à-dire la destination de la traduction, son objectif, pour qui, pourquoi. Donc tout cela doit être à l'origine de de ce questionnement, pour pouvoir y répondre de manière satisfaisante et faire les bons choix de traduction. Vous parliez de, des terminologies que vous employez en cours de traductologie. Quels sont, ou quels seraient les principaux défis auxquels vous faites face en enseignant la traduction, à l'université? Un des défis importants est qu'en France, les étudiants ont généralement, 2 langues en master de traduction. Par exemple, en Argentine, ce n'est pas le cas, il y a de très beaux programmes d'études, d'ailleurs, je crois qu'il y a un master, pour la traduction littéraire et juridique de la Universidad de La Plata et ils ne font qu'une langue. Donc selon les pays, on a, des enjeux différents, dans l'enseignement de la traduction. En fait, les étudiants parfois, sont un peu étonnés car on ne leur donne pas les mêmes conseils en anglais et en espagnol et je leur dis: «Mais c'est tout à fait normal, vous êtes, avec l'espagnol, dans une traduction de 2 langues, romanes, quelle que soit la combinaison, alors que, l'anglais appartient à la famille, des langues, germaniques et donc l'esprit est totalement différent». Donc déjà quand on dit sourciste ou cibliste, ça ne veut rien dire en fait, si l'on ne prend pas, en compte la combinaison, en question et la langue en question. Donc en fait, les univers sont totalement différents selon la langue et les univers diffèrent aussi selon la spécialité. Quand je parle aux étudiants, je leur parle de traduction technique, donc c'est, tout à fait différent de la traduction, juridique ou de la traduction, littéraire. Qui d'ailleurs, voilà, dans certains parcours n'est pas du tout, présente. Hem et et donc les codes sont différents, les objectifs sont différents, et je crois que c'est ça, en fait, c'est dès le début du master de traduction, leur montrer que selon le type de traduction, traduction scientifique, technique et différentes niches, on pourrait dire, comme la traduction littéraire ou, la traduction juridique et là encore juridique, ça ne veut pas dire grand-chose, parce qu'on peut avoir de la traduction juridique institutionnelle ou de la traduction de service public, donc dans une, configuration encore différente, est-ce que c'est, une traduction, vouée, à, être faite de manière multilingue, si on pense aux institutions européennes ou à d'autres, organisations, supranationales, ou est-ce que c'est un contexte, bilatéral, donc binational ou seulement national avec, un besoin linguistique, d'une langue tierce, qui n'est pas une langue officielle, du pays dans lequel on travaille? Voilà, donc là encore, j'ai l'impression de ne pas pouvoir, répondre de manière précise, du fait de tous ces univers du possible que nous avons en traduction. Bien sûr, bien sûr. Non, non, ça répond très bien à la question et c'est un champ, tellement, vaste que c'est compliqué. Hem, on va parler de la traduction technique. On entend souvent dire que, ça peut être, perçu comme une spécialité, «moins noble» avec des grands guillemets. Hem, pourquoi?
quels sont, les principaux défis auxquels on est confronté dans ce domaine et comment on peut les surmonter? Alors les défis, c'est comme je le disais, tout à l'heure, que l'on doit connaître parfaitement le domaine et c'est vrai qu'en traduction technique, c'est finalement ce qui prime, même si selon, circonstances, on peut être amené à travailler en binôme avec, par exemple, un ingénieur. Actuellement, j'ai une étudiante qui est en stage de traduction, et elle travaille ainsi, quand il y a une utilisation de machines, qu'il y a, des questions vraiment extrêmement techniques qui priment, il faut absolument se tourner vers les sources, techniques. Hem Je ne suis pas sûre, là encore, d'être très bien placée pour parler de la traduction technique, car, j'ai eu quelques expériences, donc lorsque je faisais, mes études encore et ensuite, lorsque j'étais traductrice, en micro-entreprise. Hem, donc la source d'information, donc là, on est vraiment sur, le décodage du texte, c'est-à-dire sa compréhension. Pour, ensuite, se tourner vers l'encodage qui peut-être, est moins important en général en traduction technique. C'est-à-dire finalement, c'est le fond qui prime sur la forme. Quand on lit des notices, d'objets, d'outils, de machines, quelles qu'elles soient, voilà, on voit bien qu'on n'est pas, dans l'utilisation de la langue, comme le font les linguistes. C'est-à-dire justement la ponctuation, la question des répétitions et cetera. Donc tous les aspects, syntaxiques ne sont pas vraiment, aussi, importants. Donc là encore, je pense qu'il faut, se tourner vers, le donneur d'ordre, le client, l'entreprise en question et vraiment, dialoguer avec cette personne pour atteindre, l'objectif. Donc encore, là, on serait sur un travail collaboratif, du coup. Tout à fait. Très bien, merci. Est-ce qu'il y a un projet de traduction qui vous a, particulièrement marqué dans votre carrière? Si oui, lequel et pourquoi celui-ci en particulier? Si vous deviez parler aujourd'hui d'un projet en traduction qui vous a marqué. Alors un projet de traduction qui m'a marquée, c'est-à-dire une mission peut-être, Une traduction, personnelle, une traduction un projet lié à la traduction, oui. Abouti ou non abouti d'ailleurs. D'accord. Alors oui, abouti, non abouti, ça me fait penser à la publication de ma thèse, qui est toujours, sur le métier. Donc je parle de, l'édition critique, bilingue et en miroir, du texte, Triunfo de las Donas, Triomphe des dames, de Juan Rodríguez del Padrón, qui est la première traduction littéraire, d'espagnol en français au XVe siècle. Et c'est un texte, hem, assez précurseur, car, en tout cas sur le papier, il défend la supériorité de la femme sur l'homme en 50 arguments. Donc c'est un texte qui a été tout à fait passionnant, et que j'ai exploré dans le cadre, de ma thèse et lors de mes expériences postdoctorales, j'ai voulu, travailler, la confection du glossaire et acquérir, de meilleurs outils, pour, proposer un travail, lexicologique et lexicographique, de qualité et donc c'est bien ce projet non abouti, mais que j'espère voir, aboutir, dans enfin en tout cas les mois qui viennent, qui me tient vraiment, vraiment à cœur.
Et ensuite, je vais peut-être citer une expérience d'interprétation qui a été particulièrement marquante. Je crois que c'était le festival de théâtre Ring, il y a une petite dizaine d'années, donc à Nancy. J'avais été appelée pour un bord de scène, c'est-à-dire pour que le, le comédien chilien, donc qui fait par ailleurs du cinéma, et qui était donc le comédien du spectacle Acceso, euh, de Pablo Larraín, puisse s'exprimer avec le public. Et ça a été une expérience justement qui requiert euh, les qualités d'adaptation de l'interprète. On parle beaucoup aujourd'hui de la capacité de l'interprète ou du traducteur à représenter la personne qu'il traduit. Et j'ai pris en pleine face ce besoin de la part de la personne qui est traduite de se sentir représentée par moi. Et c'est pour ça que le traducteur doit être et l'interprète encore plus, un caméléon. Voilà, c'est ce que j'ai retenu de cette expérience un petit peu étonnante de bord de scène. Merci pour ce retour, d'expérience et je vais rebondir là-dessus. Comment on prépare une session, d'interprétation? Surtout, voilà, lorsqu'elle va porter sur des sujets complexes ou même techniques. Est-ce qu'il y a des techniques de préparation qu'on emprunte à la partie de la traduction? Ou est-ce que c'est comment on prépare cet, exercice? On le prépare de moins en moins au fil des années. J'imagine. Quand on a l'habitude, en particulier quand on participe chaque année à un même événement, euh, cela facilite les choses. Je crois qu'il y a une préparation importante à faire du point de vue de la maîtrise du lexique. Ça peut passer, si c'est un festival de littérature, par la lecture des œuvres des auteurs qui vont s'exprimer. Si on participe comme interprète à une table ronde, qu'on doit faire de l'interprétation chuchotée auprès de l'auteur ou de l'autrice pour qu'elle comprenne les propos de ses collègues qui parlent également dans le cadre de la table ronde, du journaliste ou du public qui va poser une question, des questions. Ou ensuite interprétation consécutive quand euh, on fait état des propos de l'auteur ou de l'autrice. Donc le vocabulaire doit être parfaitement maîtrisé. Euh, Ça, c'est pour la préparation ponctuelle, c'est-à-dire ce qu'on peut faire dans les semaines qui précèdent ou les jours qui précèdent. Et ensuite, on a bien sûr des techniques d'interprétation pour voilà qu'il faut maîtriser, bien sûr. Ça ne s'improvise pas l'interprète en général. Enfin, voilà, la connaissance des techniques aussi est tout à fait utile pour s'adapter, là encore, aux circonstances, c'est-à-dire quand on arrive, on nous explique quelles sont les contraintes matérielles et temporelles. Et c'est toujours très lourd, en fait. Oh zut, un interprète, c'est-à-dire on sait que ça va mettre deux fois plus de temps. Donc, il faut aussi savoir répondre à cette demande. Est-ce qu'on nous demande d'être peut-être un peu plus synthétique, mais sans trahir l'auteur? Donc, c'est toujours Oui. compliqué. Alors une question sur, les outils et méthodes, de traduction. Quels sont les outils ou méthodes justement que vous utilisez, systématiquement dans votre pratique, de la traduction? Si je parle de la langue standard,
parce que je pourrais là encore vous dire, ah, ça dépend du type de traduction, tel dictionnaire pour la traduction juridique, tel autre outil, voilà. Mais si on parle de la langue standard, la langue générale, donc en traduction, j'ai deux outils de base qui sont deux dictionnaires, mais on va en ajouter d'autres ensuite. Donc j'utilise le CNRTL qui est en fait le TLFI, le Trésor de la langue française informatisé, avec le portail CNRTL via Ortholangue, donc cette grande plateforme qui a été développée par la TILF, cet important laboratoire de langue française de l'Université de Lorraine, euh, qui permet d'avoir, au-delà des notices, enfin des entrées du dictionnaire du TLFI, de nombreuses informations lexicales, des informations aussi sur la fréquence du type d'emploi de mots, par exemple, ou l'histoire des mots. Mais bon, voilà, ça dépend dans quel champ on se trouve, dans quel type de traduction. Où on a par exemple la proxémie qui permet de travailler les réseaux lexicaux avec la synonymie, enfin plutôt les parasynonymes. Donc ça, c'est un outil extrêmement important en français, il me semble. Et en espagnol, on a tous les outils de la Real Academia Española. Donc on peut parler du DRAE, donc le dictionnario de la Real Academia Española. Si on est dans une dimension diachronique, on se tournera vers le Nuevo Tesoro Lexicográfico del Español, qui permet d'accéder à toute la lexicographie en ligne depuis qu'elle existe, donc à partir de Nebrija. Euh, et puis on a plein d'autres outils si on est dans des lexiques de spécialité, dans d'autres dictionnaires, toujours liés à la Real Academia Española. Et puis ensuite, comme tout n'est pas dans ces outils qui sont extrêmement riches, on peut se tourner vers d'autres dictionnaires. Des fois, j'en discute avec les étudiants, ils me parlent du Larousse, du Robert pour le français. Moi, je leur parle du Maria Moliner, qui est un dictionnaire que les hispanistes n'oublions pas. Et je pense qu'on le voit même si vous faites bien attention à l'image. Voilà les outils de base en lexicographie. Mais ensuite, moi, je suis comme tout le monde, hein, il m'arrive de regarder Word Reference et d'autres outils en ligne qui sont très pratiques. Et on a un grand débat avec les collègues et les étudiants sur la place qu'on doit donner à la traduction automatique. Donc, il m'arrive bien sûr de consulter la version en ligne, donc non pas professionnelle, mais DeepL classique. Euh, mais pas du tout pour mes traductions, hein, mais plutôt pour l'utilisation en cours, puisque les étudiants ont parfois tendance à se tourner vers cette solution de traduction. Voilà, bon, il y aurait beaucoup de choses à dire. Des outils, bon, bien sûr, selon le type de traduction, il peut être tout à fait bien fondé de développer plusieurs mémoires de traduction en utilisant Trados, par exemple, selon les projets de traduction que l'on est amené à faire, les combinaisons linguistiques, etc. Donc ça, c'est tout à fait utile. C'est pas systématique, par exemple, pour la traduction de services publics, je n'utilise jamais ces outils. J'ai plus des enjeux de mise en page qui font que voilà, je n'en ai pas vraiment besoin. Là encore, les outils varient selon le type de traduction, selon la spécialité. Bien sûr.
Alors vous parliez, justement de l'enseignement de la traduction et des avancées, technologiques. Comment, justement ces récentes avancées technologiques, hein, que ce soit la traduction automatique ou, plus récemment avec, l'intelligence artificielle, ont-elles transformé, votre manière transformé ou pas d'ailleurs, votre manière d'enseigner, la traduction? Et et voilà, est-ce que vous pourriez nous parler des outils numériques justement, que vous jugez essentiels pour les étudiants pardon, actuellement en traduction? C'est difficile de répondre à cette question, parce qu'on produit les outils numériques sous forme de bibliographie, en fait, ou de cytographie ou webographie selon le terme que l'on utilise. Hem, donc c'est extrêmement vaste et je dis en général aux étudiants qu'ils ont, tous les outils numériques à leur disposition qui leur permettent, de faire, 90 du travail, pour ce qui est des outils et puis ensuite on a des outils, papier qui nous font gagner, beaucoup de temps. Quelques dictionnaires papier, spécialisés ou non, comme ceux que j'ai mentionnés, mais pour la traduction juridique, j'utilise beaucoup le dictionnaire de Merlin-Walsh, hem et il me semble que c'est pratique d'un point de vue ergonomique, parce qu'il y a vraiment cette dimension-là en traduction. On a, l'écran face à soi, si on a 2 écrans, c'est encore mieux. Pour tout ce qui est, recherche terminologique, c'est vraiment utile. Pour un linguiste, c'est toujours très utile d'avoir 2 écrans, qu'on soit en train de travailler sur un corpus ou en traduction. On peut avoir, voilà, à côté de soi, 1 ou 2 dictionnaires aussi. Des fois, ça m'arrive d'utiliser le portable pour différents usages, voilà, en plus des 2 écrans et je dis aux étudiants, «Vous avez votre bon sens qui est ici au-dessus de vous. C'est votre boussole, c'est la petite ampoule, qu'on a au-dessus de la tête, c'est ce que l'intelligence artificielle n'aura jamais». C'est ce qui fait notre humanité et on peut essayer de l'imiter, mais ça c'est authentique. Pour ce qui est de l'intelligence artificielle, je discute beaucoup avec des collègues traducteurs qui sont parfois dans les mêmes domaines que moi, mais dans d'autres langues, ou dans d'autres domaines et jusqu'à présent, on est assez unanime, bon, il y a des exceptions, il y a des personnes qui forment à la traduction via l'intelligence artificielle, donc vous trouverez des défendeurs, des défenseurs de toutes, les théories, heu, enfin du pour et du contre. Bien Mais sûr. a priori, autour de moi, on est plutôt, il y a un consensus sur le fait que l'intelligence artificielle ne nous remplacera pas, qu'elle ne produit pas du tout des traductions de qualité, en tout cas, à ce jour. Et d'ailleurs, on a même du mal à comprendre pourquoi on se tournerait vers l'intelligence artificielle pour faire des traductions et non pas, se tourner vers la traduction, automatique neuronale qui, enfin, peut-être c'est pas vraiment satisfaisant pour, mes combinaisons de langues où on n'a pas l'anglais, mais c'est vrai que pour les combinaisons de langues où il y a l'anglais, on a quand même des résultats qui sont, assez époustouflants. D'accord. Concernant, la formation des traducteurs, en traduction, littéraire par exemple, quels aspects de la formation, en traduction littéraire vous considérez comme indispensables pour, préparer efficacement un futur traducteur? Je ne suis pas très bien placée pour répondre à cette, question parce qu'actuellement je n'interviens pas dans un master de traduction littéraire, hem et donc je pense qu'il vaudrait mieux poser la question à un de mes collègues, qui se pose vraiment des questions. Parce que de la même manière que moi je me pose, cette question pour, différents types de traductions,
Je suis sûre que de nombreux collègues qui sont dans cette situation peuvent répondre à la question. Et j'ai l'impression que les réponses seront assez riches parce qu'il y a toute une traduction, enfin, pardon, toute une tradition de l'enseignement de la traduction qui nous vient de la filière LLCER et qui, à mon avis, a fait ses preuves pour former des traducteurs professionnels dans le champ de la traduction littéraire. Merci beaucoup. Concernant l'évolution de la traduction en général, avez-vous peur de son évolution? Heu, avec, voilà, les avancées technologiques dont on a parlé, voilà, est-ce que vous avez peur pour le métier de traducteur, en général? Je n'ai absolument pas peur. Il me semble que ce sont les non-traducteurs, c'est-à-dire les personnes qui ne connaissent pas vraiment ce domaine, qui ont l'impression que le monde s'effondre pour les traducteurs. Et en fait, ce n'est pas du tout l'impression que j'ai dans ma pratique ou les échos que je reçois de mes collègues ou de mes confrères. C'est plutôt le contraire d'ailleurs, on a plutôt l'impression d'une augmentation des volumes de traduction. Après, là encore, il faut nuancer. Il me semble que, la machine est capable de remplacer les traductions de piètre qualité. Donc les traducteurs qui acceptaient de travailler, avec, un tarif au mot, par exemple, extrêmement bas, eux, c'est vrai qu'ils sont remplacés. Donc cela change, je pense, l'horizon, du métier. Et là encore, je m'exprime en sachant que je ne travaille pas avec l'anglais comme dans mes combinaisons. Donc c'est quand même assez particulier. Parfois, j'ai des échos, sur le fait que peut-être en anglais, les marchés se réduisent dans certains champs techniques et cetera. J'ai aussi des échos qui parlent du développement de ChatGPT, dans des entreprises, à tous les niveaux de leur service, en fait, pour tous leurs services, que ça soit, des questions, techniques, ou linguistiques et je ne suis pas sûre que cela fonctionne, mais en tout cas, avec les contrats qui sont établis, ce sont les choix qui sont faits, pour l'instant. Donc ils essaient de développer, leurs services linguistiques, via, ChatGPT, mais il y a toujours des humains derrière pour corriger parce que pour l'instant les résultats, ne sont pas satisfaisants. Donc on verra, mais à mon avis, c'est juste une évolution des missions, des métiers linguistiques aussi et il faut qu'on accompagne les étudiants, pour qu'ils y soient prêts tout simplement. Donc aucune inquiétude, aucune peur, de mon côté. Non, c'est plutôt, c'est toujours un défi à relever en fait, la traduction. C'est vrai que c'est un monde très dynamique, qui change beaucoup et de toute façon, tous les métiers sont en train d'évoluer énormément. Voilà, on parle d'introduire aussi, l'intelligence artificielle dans les différents, ministères, donc on ne peut pas nier qu'il y a une évolution, mais on doit de toute façon l'accompagner. C'est l'humain qui gère, c'est l'humain qui est aux manettes et c'est vrai qu'avec les procédures, parfois un petit peu, systématiques, dans certaines organisations, que ce soit des entreprises ou les des organisations publiques, parfois, peut-être qu'on peut, développer certaines procédures au détriment de la qualité linguistique et c'est vraiment, là-dessus que l'on doit travailler. Merci beaucoup, pour votre réponse. Une ultime question, quel conseil, donneriez-vous, pardon, à quelqu'un qui souhaite débuter dans la traduction aujourd'hui? D'être curieux et d'être, travailleur.
de travailler de manière extrêmement régulière, parce que enfin, tout ce qui est linguistique, en fait, ça ne fonctionne pas avec une baguette magique, ou ça ne fonctionne pas sur le court terme. Donc une régularité, dans le travail et quand je dis travail, enfin métier linguistique et cetera, en fait, je conseille aussi de ne pas oublier la dimension culturelle, de la langue. C'est extrêmement important quand je parlais des domaines pour la traduction technique et cetera. On a toujours cette dimension-là et quand on pense aux circonstances dont tout à l'heure je parlais du Scopus, en fait, ça renvoie aussi à cette dimension culturelle. Donc la traduction, elle marche sur ces 2 jambes. On a la langue et puis on a la culture ou tout ce qui entoure la traduction. Bah, écoutez, merci beaucoup. Est-ce que vous auriez un mot de la fin pour conclure, cet entretien? Y a-t-il un point que nous n'avons pas abordé et que vous aimeriez aborder, par exemple? Merci beaucoup Johan, c'était très agréable. Je n'ai pas de message particulier en dehors de cet optimisme et vraiment d'encourager les étudiants à se lancer dans la traduction, que ça soit une activité accessoire dans leur activité professionnelle. On voit beaucoup d'enseignants traducteurs et je pense que c'est cette hybridité des missions qui fait aussi la richesse de nos métiers et qui doit donner envie à la jeune génération de s'engager dans les métiers linguistiques. Merci à vous, Florence. Merci, Johan.